il faut donner la chance au tiers-monde et qu'il faut créer de l'emploi dans le tiers-monde. C'est des beaux boulots. Ouais, c'est ça. Je veux dire, créer des emplois, oui, on est d'accord avec ça. Vous n'avez pas de problème avec ça aussi? Non, on n'a aucun problème avec ça. Ouais. On en veut. Mais on veut que ça soit des emplois décents. On veut que ça soit un travail décent. Il existe des conventions. Il existe des accords internationaux qui définissent ça. Est-ce que le Canada est partie prenante de ces accords-là? C'est ça la question. Le Canada participe à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, c'est d'accord. Mais il y a certaines conventions que le Canada n'a toujours pas ratifiées. Pas encore. Non. Pas encore. Donc ça, c'est une lacune. Oui, tout à fait. Donc, si ma mémoire est bonne, l'abolition effective du travail des enfants n'est pas encore signée. OK. C'est sous toute réserve. Mais ceci dit, ce sont des conventions qui sont statutaires. Donc, même si on les ratifie pas, ces conventions-là, étant donné qu'on est membre de l'Organisation internationale du travail, oui, nous avons l'obligation de les respecter. OK, très bien. Donc, il existe ce genre de cadre qui définit justement qu'est-ce qu'un travail décent. Et bien sûr, un travail décent, c'est culturel. On est d'accord que la réalité québécoise ne sera peut-être pas la même que la réalité haïtienne, mais toujours est-il qu'on doit s'assurer que lorsque quelqu'un travaille à temps plein pour une entreprise, pour le gouvernement, il doit être capable de nourrir ses enfants, de les envoyer à l'école, de leur assurer des soins de santé adéquats et toi-même d'avoir un équilibre physique et mental adéquat. Donc, même si on est des fois, on peut pas mettre une norme qui est mondiale, mais il y a quand même des principes fondamentaux qu'on doit s'assurer de respecter. Si cette personne-là ne peut pas se mettre collectivement pour négocier ses conditions de travail, on s'entend là que c'est inacceptable. Oui, il faut travailler dans ce sens-là. Oui, absolument. Mais c'est une question de volonté politique, Jean-François. Là. On s'entend là-dessus, là, au bout de la ligne. Là. Si les gouvernements ne bougent pas, oui, les multinationales oui, tout à fait. de ce monde vont-elles de leur propre chef? Non, tout à fait. Nous, en fait, à travers toutes nos actions de la coalition que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y a tout un plaidoyer qui est fait avec le gouvernement justement pour qu'il y ait une législation. La législation, ça permet quoi? Ça permet d'augmenter le niveau minimal qui doit être respecté. On sait que souvent les entreprises, les institutions publiques, les acheteurs vont jouer autour de cette ligne-là. Mais ce qu'on veut, c'est l'augmenter. On veut niveler vers le haut avec la législation pour qu'il y ait des mesures contraignantes pour s'assurer que lorsqu'on produit, lorsqu'on achète des biens et services, qu'on permette aux travailleurs et aux êtres humains de respecter ces droits-là. Voilà. Un minimum. Un minimum. Quand même, ça prend un minimum de dignité, hein? Tout à fait. Et il faut pas aller trop loin, hein, parce que pour nous, les ateliers de misère, il en existe au Québec. Que ce soit à travers migrants dans les champs. Les auditeurs, certains vont être surpris d'entendre ça. Il y a des ateliers de misère. Et on est souvent sur notre sol. Oui, on a souvent associé les ateliers de misère à Chabanel, hein, l'industrie du textile et tout ça. Là, maintenant, tout ça a été délocalisé, on va le faire ailleurs dans le monde. Mais il reste qu'au Québec, on est confronté à plein de situations. Que ça soit les travailleurs agricoles, les travailleurs migrants, c'est une question qui, en ce moment, on en parle beaucoup. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont leur plein droit pour travailler? Que ce soit à travers les aides familiales. Les cueilleurs de fraises qui viennent du Mexique, c'est-tu dans le même contexte? Oui, c'est similaire. C'est similaire. Donc là, pour justement les cueilleurs de fruits et légumes, les gens qui travaillent dans les champs au Québec, ce qui arrive, c'est qu'il y a des cadres juridiques spécifiques qui ont été créés pour ces gens-là. Mais là, en même temps, la question, c'est que si on a quelqu'un qui travaille pendant 20 ans pour permettre à notre économie de fonctionner, mais qu'on ne lui reconnaît pas certains droits ou l'accès à ces droits-là sont contrôlés, est-ce qu'on peut parler de conditions décentes de travail? Donc, c'est une autre chose. Là, il y a une affaire aussi qu'on a appris, mon cher Jean-François Michaud. Dernièrement, ça faisait partie des communiqués par les médias qu'on avait eu, des cueilleurs qui venaient ici travailler sur des fermes, pour des fermes. Ces personnes-là se voyaient confisquer leur passeport. Dans certains cas, on aurait pensé que ça se passe en Malaisie, je sais pas moi, en Chine communiste, mais que ça se fasse ici en sol québécois pour s'assurer que ces gens-là vont bel et bien rester en poste au Québec parce qu'il manque de main-d'œuvre québécoise pour cueillir leurs fruits et légumes.
Ben non, mais ça me crée un problème. Moi, ça me crée un problème. Nous aussi, on est contre ce genre de mesures. Ils leur briment leur liberté. Fait que ces gens-là, ici, sont pas à l'aise dans leurs conditions de travail. Ils savent pas à qui s'adresser parce qu'on a un pays étranger. Des fois, ils connaissent pas leurs droits aussi bien que certaines autres personnes. Oui, tout à fait. Puis après ça, à partir du moment qu'une personne contrôle ton identité dans un pays étranger, on s'entend que tu es extrêmement restreint dans tes mouvements. Tu es vulnérable en Si jamais il y a une situation que tu veux dénoncer, comment est-ce que tu vas faire pour arriver pour te présenter à la police? Voilà. Et généralement, ce qu'on dit à ces gens-là, c'est que dans leur pays, la police est très corrompue, très répressive. Et donc là, on leur dit, si tu vas à la police, tu sais comment que ça marche à la police, ils vont me ramener à moi. Donc, en plus de tout ça, il y a toute une manipulation qui fait que ces gens-là, on les garde dans un certain cadre. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Et on parle aussi dans l'actualité des aides familiales. Ça, c'est une autre situation. Toujours est-il, on va parler surtout dans les centres d'appel aussi. Il y a certaines personnes qui vont avancer. Des fameux centres d'appel que le gouvernement finance à tour de bras, qui délocalisent des emplois. On envoie ça en Inde ou dans d'autres pays du Sud. Tout à fait. Et je vais vous parler de la coalition. Bon, parle-nous de la coalition, puis en même temps, tu as un guide thématique que tu as apporté avec toi ce matin, puis tu vas nous parler de ça parce que vous faites quelque chose de très bien au niveau des institutions collégiales, je pense. Hein? Oui. On va y aller avec la coalition. On va y aller avec la coalition. Donc, la coalition, c'est la coalition québécoise contre les ateliers de misère. Donc, ce qu'on appelle communément la CECAM. Donc, la Coalition québécoise contre les ateliers de misère. Ça existe depuis quand, ça, par rapport 2003. 2003, ça a été formé lors d'un colloque sur les ateliers de misère. Les membres du colloque ont décidé, on forme une coalition. Avec le temps, le CISO, qui était très impliqué dans la coalition, qui au début assurait le secrétariat, a pris le rôle, on lui a donné le rôle d'assurer la coordination, donc étant moi, donc on appuie toute la structure. La coalition, une trentaine de membres, des syndicats, des ONG, des associations étudiantes, de la Fédération des étudiants et étudiantes de l'Université du Québec est membre, Oxfam Québec, Amnesty International, Plan Nagua Québec est membre, Carrefour Tiers-Monde. Ici, dans les syndicats, on va avoir la CSN, le Conseil central, la FTQ, le SEPB, la CSQ. Donc, on a une trentaine de membres quand même. On représente une bonne masse de population. Beaucoup d'organismes qui s'occupent aussi de commerce équitable. Tout à fait. Nous, ce qu'on fait, c'est que on veut sensibiliser la population québécoise aux ateliers de misère. Les ateliers de misère, ils existent. On est capable de les définir, que ce soit ici, au Québec ou ailleurs dans le monde. Mais aussi, ce qu'on veut, c'est proposer des alternatives concrètes. OK, parfait. On veut pas juste dire « ceci est inacceptable ». On veut aussi, en même temps, permettre de contrer ce phénomène-là. La manière qu'on préconise, qui est encore très marginale au Québec, qui existe ailleurs au Canada et beaucoup en Europe, ce sont les politiques d'approvisionnement responsables et les codes de conduite aux fournisseurs. C'est fondamental. Si on encourage des gens, justement, qui briment la dignité humaine, c'est comme le chien qui mord sa queue, là. Il y a un problème. Là. Tout à fait. Et ce qu'on veut avec ça, c'est que oui, on est d'accord avec la consommation responsable individuelle. Donc, l'achat commerce équitable, on va faire notre marché, on s'assure d'acheter bio, équitable, et ainsi de suite. Mais ce qu'on pense, c'est que à travers les institutions publiques et les entreprises, nous avons un levier beaucoup plus fort pour contrer ce phénomène-là de la télémisère. Parce que si on se met collectivement à exiger des fournisseurs, des producteurs de biens ou services ici au Québec et ailleurs, d'augmenter leurs conditions de travail, d'augmenter les normes du travail, les conditions, descentes des travailleurs, on croit qu'on va être capable d'augmenter le niveau de vie mondial. Bon, tout ça, ça arrive d'où? Pour une mondialisation un peu plus humaine. Parce que c'est les humains qui sont à la base de la planète. On a en studio un méchant idéologue. Il est dangereux. Il faut l'enfermer. Allez-y. L'Institut économique de Montréal, ils tournent dans leur radar. T'es fini, mon homme. T'es fini. Mais je fais rien. Nous, on les invite pas ici. Alors, donc, c'est ça. Donc, pour la coalition. c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est donner les outils aux gens qui vont mettre de l'avant les politiques. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une implication des gestionnaires, des étudiants, des syndicats, des professeurs, et ainsi de suite, pour que des comités de développement durable, pour qu'ils se mettent ensemble, dans leurs organisations, dans leur milieu de travail, nous adoptons des politiques d'approvisionnement responsables. L'approvisionnement responsable, c'est que lorsqu'on achète des biens et services à travers des contrats, et lorsqu'on soumissionne, on s'assure, on
tente de s'assurer que nos fournisseurs respectent ces normes-là. Donc, vous avez des règles basiques. Donc, il faut mettre un système à l'intérieur de l'organisme, généralement avec un code de conduite aux fournisseurs, des mécanismes de vérification